Amen. Alléluia. Acclamons notre Seigneur, notre Roi. Proclamons ta victoire, Jésus. Proclamons ton nom. Yes, Lord. Alléluia. Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci bien à nos amis. Ça va? Oui? Vous êtes encore en forme? Extra. Alors ce matin, Paul Dubuis nous a dit que nous transpirions nos valeurs et que ceux qui étaient autour de nous, ils les respiraient. Il nous a lancé un appel à entrer dans une dimension de transmission de valeurs. Et puis Philippe Cortet, lui, nous a parlé d'alliance, il nous a parlé également de devenir, en fait, de sortir de la neutralité et de devenir des combattants de la justice et de l'équité. Alors cet après-midi, nous allons consacrer une première séquence à des témoignages et puis une seconde partie à des partages en groupe. C'est pour ça que vous avez reçu les petits points selon votre âge. Alors dans la pratique, on voit que la transmission de génération n'est pas forcément quelque chose d'acquis. Il y a quelques semaines, un restaurateur de la côte vaudoise, qui avait une grande renommée, a baissé le rideau de son restaurant. Personne n'allait poursuivre ce qu'il avait développé, sans doute au prix de grands sacrifices et de persévérance durant des années. Autre exemple, à Genève, je lisais récemment que dans les statistiques sur l'héritage, en fait, il y a un millionnaire qui est décédé il y a 3 ans à Genève et tout son argent est revenu à l'État parce qu'il n'avait pas fait de testament. Alors peut-être était-ce son intention, peut-être avait-il un souci de solidarité avec l'ensemble de la population, mais en l'absence de testament, impossible de le savoir et c'est bien dommage. Cet après-midi, nous avons plusieurs invités qui vont nous parler comment est-ce qu'ils ont envisagé le transfert générationnel très concrètement pour nous aider à avoir des bonnes idées pour notre quotidien. Alors sans plus tarder, je vous propose de découvrir un premier exemple de transfert intergénérationnel avec Philippe et Stani Rocha. Nous verrons d'abord un petit reportage sur l'écran qui sera suivi d'une séquence interview. Philippe Rocha est employé d'une grande banque au département organisation informatique. Stani, son fils âgé de 20 ans, suit une formation dans le domaine informatique. Au-delà de cet intérêt commun, ils vivent avec le reste de la famille une relation particulière. Stani et son frère participent à certaines décisions familiales et les parents discutent très librement avec leurs enfants des questions et problèmes que ces derniers rencontrent. Ensemble, ils décident par exemple quelle œuvre ou ministère soutenir. Ils parlent de la gestion de l'argent, de la sexualité et des relations amoureuses. Autant de sujets dont on ne discute pas forcément naturellement au sein de la famille et que bon nombre de parents préfèrent confier aux instits, aux moniteurs d'école du dimanche, de caté ou de groupes de jeunes. Mais chez les Rocha, la famille a toujours constitué une priorité. Après 2 ans et demi de temps sabbatique à la fin des années 80, Philippe décide de ne reprendre de travail qu'à 80% pour mieux s'occuper de sa famille et de ses enfants en particulier. Mais c'est lors d'un cours pour couple organisé par Nancy et Philippe Descorvets que le couple Rocha découvre l'idée du conseil de famille et décide d'appliquer ce principe. À l'époque, leurs 2 fils sont âgés de 7 et 9 ans. Bienvenue Philippe et Stani. Philippe, comment fonctionnaient concrètement ces conseils de famille? Alors c'était en fait assez simple. On complotait déjà de notre coin, Martine, mon épouse et moi, on préparait quelque chose et puis au début on a convoqué Stani et Gaël pour régler des problèmes qu'on avait décelés dans les dernières semaines. Très rapidement, Stani et Gaël sont aperçus
que ça devenait une plateforme extraordinaire de dialogue où ils pouvaient aussi avancer leurs idées, leurs revendications aussi. Ce qui fait que très rapidement, c'est entré dans un rythme de croisière et c'est devenu naturel de nous rencontrer. Alors, qu'est-ce que le conseil de famille a apporté à votre famille? Alors, je pense que la toute première chose, ça a été d'instaurer dans la famille ce dialogue inconditionnel. Il y avait ce souci que tout soit réglé entre nous, que tout soit clair. La deuxième chose, peut-être, ça a aussi été, pour nous, parents, l'occasion de reconnaître, suivant ce que Stani Ougal nous disait, qu'on s'était trompé et d'entrer dans un processus de pardon. On a aussi pu montrer à cette occasion-là que Martine et moi, on avait des principes qu'on avait décidés ensemble, non négociables, qu'on était nous aussi soumis à une autorité. Donc l'autorité qu'on leur réclamait, l'autorité qu'on exigeait de leur part d'avoir sur eux, on l'a donnée aussi à Dieu. Donc on fonctionnait dans un système qu'on voulait de modèle. Martine et moi soumis à Dieu, et nous, on demandait à nos enfants de nous être soumis en attendant qu'eux se soumettent à leur tour à Dieu. Merci. Alors Stani, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et ton frère, ces conseils de famille? Alors, déjà un droit de parole, ça nous a montré que notre avis il était important, même si ce n'est pas toujours nous qui décidons, mais le fait qu'on a aussi un avis et puis que ça peut compter, on a aussi des idées, etc. Ensuite, ça nous a montré que nos parents n'étaient pas infaillibles, ça il l'a dit, donc parfois il y avait aussi des demandes de pardon, et puis c'est un bon exemple d'humilité qui à mon avis nous est utile à tous. Et puis un dernier point, c'est aussi certaines fois, j'ai envie de dire un peu un organe judiciaire pour nos petits conflits entre Gaël et moi, parce qu'il y a des fois où, quand on était dans le feu de l'action, c'est difficile pour les parents d'intervenir sans prendre parti d'un ou de l'autre. Alors quand il y avait des discussions qui nous semblaient vraiment insolubles ou qui étaient importantes, eh ben, c'est là qu'on pouvait chacun, à notre tour, pouvoir dire ce qu'on a à dire, expliquer comment ça s'était passé pour nous et puis trouver des solutions pour les conflits qui étaient importants. Ça se faisait dans le vif du sujet ou bien vous convoquiez un conseil de famille? Comment ça se passait concrètement? Alors concrètement, c'était une personne, n'importe quel membre de la famille qui pouvait demander un conseil. Et puis ça permettait que chacun puisse s'y préparer, venir avec ses questions, ses réclamations, ses propositions, et puis aussi des esquisses de solutions, pas que ce soit simplement de la consommation puis qu'on vienne comme ça. Et puis ça permettait aussi de faire un espèce de filtre pour pas qu'on parle de toutes les choses qui ne sont pas importantes, je dirais, parce qu'il y a certains conflits qui perdurent et puis il y en a d'autres qui ne sont pas super importants. Par rapport à tes copains, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir développé en plus dans les relations familiales que par cette idée de conseil de famille? Ce qu'il y avait en plus, je pense que c'est une ambiance qui était beaucoup plus agréable par le fait qu'on pouvait tous dire. Et puis ça développe une certaine confiance qui permet après de revenir vers nos parents si on a un problème, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui essayaient d'éviter au maximum le dialogue avec leurs parents, et puis il y a un âge où il n'y a pas tellement d'autres personnes vers qui on peut aller pour confier nos problèmes, et puis ça permet aussi quelque chose de beaucoup plus riche parce que on peut s'enrichir mutuellement, et puis j'ai envie de dire qu'il n'y a pas cette espèce de rébellion qui... Ouais, ça c'est aussi quelque chose que j'ai vu autour de moi, c'est que, en tout cas, moi, dès que j'ai 16 ans, ou dès que j'ai 18 ans, ou dès que je suis plus chez mes parents, ça je vais faire. Mais si on arrive à parler de tout, s'il n'y a pas de non-dit, et puis ouais, qu'on arrive à être ouvert, que les parents peuvent aussi nous écouter, c'est des choses auxquelles on peut trouver des solutions avant que ça devienne quelque chose qui bouillonne en nous. Et puis j'ai envie de dire que la prise d'indépendance des enfants vis-à-vis des parents, contrairement à ce que certains pensent, elle n'a pas besoin de passer par la rébellion. Très bien, merci. Si un jour tu as une famille, tu vas aussi faire des conseils de famille? Ah, ça c'est net. Si je ne trouve pas de meilleur outil, j'ai envie de dire, d'ici là. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez appris en tant que parent de cette expérience, Philippe? L'autre jour, Stan il vient vers moi et me dit « Tu sais, papa, il y a quelque chose que tu ne nous as jamais dit par rapport à la sexualité. » J'étais un petit peu étonné, là, et puis il m'a expliqué 2-3 choses. Donc j'ai pris conscience à ce moment-là que Stani a démarré plus haut que par rapport à moi dans ce domaine. Bon, Philippe, on a parlé ce matin, hein, ce transfert générationnel fait que le suivant part à un niveau plus élevé. Alors c'est clair,
pour les parents, c'est un moment extraordinaire de s'apercevoir que l'enfant n'a pas passé par toutes les épreuves ou les étapes qui font souvent mal. Ça a été un bon moment de réaliser cela, quoi. Merci beaucoup. Cette expérience, à n'en pas douter, donnera des bonnes idées aux jeunes pères de famille. Parfois, ce transfert générationnel est enrichi par d'autres membres de la famille que les parents. Je vous propose de rencontrer Amédée Ruet, fils du Conseil national Claude Ruet et petit-fils du pasteur Maurice Ray. Étudiant à Aix-en-Provence, il n'est pas présent à Genève aujourd'hui. C'est pourquoi la séquence reportage sera suivie d'une interview filmée sur grand écran. Si on lui avait dit il y a 3 ou 4 ans qu'il suivrait des études théologiques un jour, Amédée Ruet vous aurait sans doute ri au nez. En effet, ce fils et petit-fils de personnalités vaudoises d'envergure affirme avoir eu longtemps un contentieux avec la foi chrétienne. Pourtant, la relation privilégiée qu'il a développée avec Maurice Ray, son grand-père, a largement influencé son cursus. Aujourd'hui, non seulement il suit des études théologiques, mais en plus, il s'est inscrit dans une faculté libre, celle d'Aix-en-Provence. Mon grand-père a joué un rôle important pour moi dans la découverte de la foi. C'était quand j'avais 16 ans, il a déménagé à Nyon, où habitent mes parents. Avant, je le connaissais très peu, on se voyait 1 ou 2 fois par année, et puis on s'est retrouvés presque voisins, et j'ai commencé à lui rendre visite. Et on a eu des bonnes discussions ensemble. Au début, on s'est un peu rentré dedans, parce qu'à l'époque, je savais qu'il était pasteur, et puis j'avais un peu des idées arrêtées sur la foi chrétienne. Je voyais ça un peu de l'extérieur. Et en fait, grâce à lui, j'ai découvert la foi de l'intérieur, par quelqu'un qui vivait quelque chose de fort et de vrai avec Dieu. Pour Amédée Ruet, l'héritage de son grand-père a été un complément utile à l'éducation reçue de ses parents. Alors, mon grand-père a pu me transmettre des choses que mes parents ne pouvaient pas vraiment me transmettre, enfin qu'ils avaient. Donc dans l'éducation qu'ils nous ont donnée à mon frère et à moi, mes parents ont choisi de nous laisser assez libres par rapport à un cadre d'éducation qui serait une éducation chrétienne. Ils voulaient nous faire connaître quand même le Dieu qu'ils aiment, mais ne pas non plus nous matraquer avec. Et ils ont eu un peu cette douceur avec nous, puis cette souplesse. Et c'est un petit peu grâce à mon grand-père que j'ai découvert justement tout ce qu'ils sont retenus de nous donner, c'est-à-dire j'ai découvert toute la richesse de la foi évangélique, mais très pratique, très concrète, comment est-ce qu'elle est vécue, comment quelqu'un la vit. Donc c'était mon grand-père lui-même dans sa foi, et puis aussi le côté un peu enseignement du pasteur, qu'est-ce que la Bible dit. Finalement, que retiendra-t-il de son grand-père ? Si je devais retenir quelque chose de ce que j'ai appris à travers mon grand-père, ce sera peut-être oui, sûrement tout ce qu'on a pu partager au niveau de la foi et puis de l'engagement chrétien. Mais je crois que la chose principale, ce sera plutôt l'exemple parce qu'il est, pas en tant que pasteur, mais en tant que grand-père, avec l'affection qu'il a pu transmettre, avec l'écoute qu'il a pu avoir, avec les encouragements qu'il a pu donner. Et puis les bons conseils aussi, de quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience. Et je crois que c'est ça que j'aimerais retenir et garder à l'esprit quand peut-être moi un jour je serai dans cette position-là. Qui de ton grand-père ou toi a initié ces contacts privilégiés? Quand il a déménagé à Nyon, plusieurs fois on a eu des repas de famille ensemble avec mes parents, où là mon grand-père était invité, mais rapidement on a eu des moments où on s'est vus simplement mon grand-père et moi, et ça c'était plutôt sollicité, c'est plutôt moi qui les ai sollicités. Et j'appréciais justement parce que j'aimais bien voir mon grand-père dans le cadre de la famille. On avait aussi des bonnes discussions de famille, mais dans la relation comme ça chez lui où on était que les deux, on avait d'autres discussions. Et c'était chaque fois des moments assez simples. On était autour d'une table, il m'offrait le café, un peu de chocolat comme les grands-pères font. Puis ça rendait la chose un peu conviviale. Et puis on avait en même temps des discussions que j'aimais bien. On pouvait parler de tout.
Pourquoi tu t'es adressé en fait à ton grand-père pour parler de questions de foi? Je crois que c'est venu assez naturellement en fait. Sachant que c'était même pas sachant qu'il était pasteur qu'on a commencé à parler de la foi, mais c'est quand en famille on a discuté 2-3 fois de foi, et qu'il était là, il a parlé aussi un petit peu de ce qu'il vivait, ou il donnait des fois des avis qui étaient intéressants. Donc du coup, je me suis dit que c'était quelqu'un qui était un bon interlocuteur enfin, c'est quelqu'un vers qui naturellement j'avais envie de poser des questions pour en savoir plus. Et puis aussi au fur et à mesure, j'ai découvert un petit peu en fait que c'était aussi justement, j'ai découvert d'abord peut-être le grand-père et puis après le pasteur, qui avait aussi une affection que je percevais, qui me faisait du bien, qui m'encourageait aussi à l'époque. Donc j'avais aussi plus envie de lui dire des choses tout simplement qu'à quelqu'un qui est un spécialiste des questions théologiques. Est-ce que tu as un exemple de ce qu'il a pu te transmettre au niveau de la foi que tu n'as pas reçu de tes parents, par exemple? Oui, je peux donner un exemple. C'était, je pense, c'était en particulier toutes les questions peut-être qu'on n'aborde pas directement dans la famille, où souvent c'est quelque chose d'extérieur. On voit, les parents nous donnent des valeurs qu'ils trouvent justes. On parle des fois de Dieu, mais à certaines fois, on a de la peine à poser les vraies questions qui nous habitent, ou des fois les révoltes qu'on peut avoir. Et ça, j'ai pu le dire à mon grand-père, justement. Et découvrir justement qu'il pouvait comprendre les questions que je me posais, et puis qu'il avait aussi des réponses qui étaient surprenantes pour moi, qui me donnaient envie de chercher plus, en fait, de chercher plus dans la Bible en particulier. Des fois, j'étais étonné de pouvoir discuter avec lui de certains sujets où je m'attendais à ce qu'il soit fermé ou qu'il soit un petit peu dépassé par certaines questions, mais au contraire, souvent j'étais étonné. Donc ça aussi, l'écoute et puis l'expérience de vie, je pense que ça peut être précieux, surtout quand on est adolescent. Ce qui a eu un gros impact sur moi, justement, dans ce que mon grand-père m'a transmis, c'était moins justement C'était oui, en partie les échanges qu'on avait eus, mais c'était surtout à travers ces échanges de voir justement comment lui vivait sa foi et comment il l'appliquait dans la vie de tous les jours. C'était à la fois pour lui de l'observer simplement dans son quotidien, quand il m'invitait à manger, quand il faisait la cuisine, ou bien aussi simplement dans la relation qu'il avait avec les autres, et puis de voir justement ce qu'il pouvait, la foi en pratique en fait, ce qu'on est plus que ce qu'on dit. Et ça, c'était un sacré témoignage. Et dans la relation qu'on a eue aussi, l'affection que j'ai reçue de lui, une affection de grand-père, a compté beaucoup aussi en tant que témoignage. Je me suis dit, bah, tiens, cette foi, c'est vivant. Ce n'est pas seulement des mots, mais concrètement, ça se manifeste dans sa vie et je ressens les fruits. J'ai commencé donc mes études de théologie il y a 2 ans à Aix-en-Provence. C'est aussi parce que j'ai eu des discussions avec mon grand-père que je me suis intéressé à cette faculté de théologie. Alors pourquoi justement Aix-en-Provence et pas à l'Université de Lausanne, par exemple, en tant que bon Vaudois? Alors c'est sûr que j'irai à la faculté de théologie de Lausanne, et je me réjouis aussi. Mais c'est vrai que j'ai découvert, entre autres grâce à mon grand-père, qui m'a présenté des personnes qui connaissent la faculté d'Aix-en-Provence, m'a fait découvrir des gens aussi qui vivent, qui se sentent concernés par la réflexion théologique et qui ont envie aussi d'être fidèles à leur foi et d'allier les deux. Puis en allant là-bas, j'ai rencontré des amis à mon grand-père, notamment un qui est prof là-bas. Et j'ai trouvé que cet homme était assez authentique dans sa démarche de foi. Ce n'était pas seulement un théologien, ce que je craignais un petit peu en allant étudier la théologie. Et mon grand-père, c'est le premier qui m'a parlé de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. J'ai aussi la conviction que Dieu nous place aussi dans une famille pour qu'on ait un rôle à jouer, puis qu'à différentes étapes de notre vie, Dieu nous met dans des rôles différents. Qu'est-ce qu'un grand-père peut apporter de plus à ses petits-enfants que les parents? Le rôle du grand-père, il est important à mon avis parce que, notamment une des choses que je trouvais géniale avec quand on est grand-père, comme j'ai pu l'observer avec mon grand-père, c'est qu'on a plus de temps que les parents à certains moments. Donc on a du temps qu'on peut passer avec ses petits-enfants notamment. Et puis on a une relation qui est complètement différente parce qu'il n'y a pas la pression de... Le grand-père, il n'est pas là pour éduquer ses enfants ou il n'est pas là pour faire la discipline. Il peut avoir une relation un petit peu plus
neutre ou un peu plus en retrait. Il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Donc il y a une relation qui peut se tisser. Enfin, c'est ce qui s'est fait avec mon grand-père, une relation de confiance parce qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'attente à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment un avantage quand on est grand-père et qu'on a des petits-enfants. On peut faire ça. Et les parents ne peuvent pas forcément le faire. Ils peuvent faire d'autres choses qui sont excellentes. La vie de famille est découpée en plusieurs tranches de vie. La disparition d'une génération est souvent délicate pour les relations familiales. Mais pourquoi laisse-t-on si souvent ses héritiers interpréter son testament après son décès? Armin Souter, agriculteur et ancien syndic d'Aubonne, fait partie de ceux qui ont réglé leur héritage de leur vivant. Nous le recevons aujourd'hui accompagné de son fils Christophe. Christophe Souter dirige une exploitation agricole à Aubonne. Il l'a héritée en 2000. Contrairement à de nombreuses familles dans le même cas, cette reprise s'est effectuée sans heurts avec ses frères et sa sœur. Son père, Armin, avait décidé depuis longtemps de régler sa succession de son vivant. À l'âge de 65 ans, il a réparti ses biens à ses enfants. L'héritage, un autre aspect du transfert générationnel. Depuis très jeune, j'ai voulu remettre mon patrimoine, nos biens à mes enfants de mon vivant parce que mon père a fait la même chose. Et moi, je me suis fixé la date de mes 65 ans. Aujourd'hui, Armin vit dans une maison construite sur l'exploitation agricole, à côté de son fils. Là, on est sur le domaine de Rouvray. Moi, j'habite cette partie-là ici, avec mon entrée là. Là, il y a un employé, 2 appartements d'employés. Et puis, cette partie-là, c'est l'habitation de mon père avec l'entrée de ce côté. Il faut quand même dire, ce côté-là, Christophe a bien fait savoir, d'ailleurs on l'a éduqué comme ça, qu'il ne voulait pas être trop inspecté ou contrôlé ou observé par son père à côté. Et ça, c'était pour moi pas évident, parce que étant un homme très, très communautaire, j'ai vraiment dû apprendre pour bien toujours frapper à la porte avant d'entrer. Si la succession du patrimoine s'est bien passée pour la famille Souter, une telle approche n'est pas sans risque. Le risque, c'est que lors de la donation, les choses ne soient pas claires, ou que les enfants, le risque, c'est que les enfants n'acceptent pas, au fond, la décision des parents. Pour moi, c'était l'avantage que mon père le fasse pendant qu'il était vivant, parce que c'est lui qui a décidé comment cette répartition allait se faire. Et par rapport à mes frères et sœurs, c'est pas moi directement qui devais répondre de pourquoi, du comment, mais c'est mon père. Du fait qu'il c'est notre père, il y a un certain respect, il y a une certaine relation qui fait qu'on respectait ses décisions. Et maintenant, il y a quand même un avantage qu'il y a eu dans la manière que mon père a fait les choses, c'est qu'il n'y avait pas que le domaine de Rouvray comme bien immobilier. Mes frères et sœurs ont aussi eu des biens immobiliers, donc ça a réparti sur des avantages, entre guillemets, des avantages du bien immobilier par rapport à d'autres biens. Lors de l'acte de donation, c'était quand même un point important, c'est qu'ils renoncent à toute revendication ultérieure, parce que les biens qu'ils ont reçus ne se développent pas de la même chose dans la question de valeur et rendement. Il faut que les parents aient la volonté de donner une chance à leurs enfants de eux-mêmes gérer les biens, mais la condition aussi que les enfants honorent père et mère. Parce qu'autrement, si chacun veut exiger ses biens, eh bien je pense que ce sera difficile. Alors Christophe et Armin, bonjour. Alors Armin, dans le reportage que nous venons de voir, tu dis que tu as hérité cette façon de faire de ton père. Qu'est-ce qui t'a marqué au point de vouloir reproduire cet exemple?
Alors je pense que j'ai eu un père qui parlait un peu plus que celui de Paul Duby ce matin, mais il venait quand même d'un même milieu. Mon grand-père était un forgeron qui avait 2 vaches dans le canton de Zurich, donc, et il ne se parlait pas beaucoup. J'ai très vite senti, et c'était pour moi un grand bonheur, de voir mon père, il voulait que, j'ai un frère, un autre frère, que nous soyons déjà indépendants, que nous ayons quelque chose à gérer. Et quand il a découvert, je suppose, en moi ce désir, eh bien, il a, très jeune, il m'a remis le domaine pour que je puisse, au fond, gérer tout seul. Et c'est clair, comme j'ai trouvé un grand bonheur de pouvoir gérer quelque chose, automatiquement, quand j'ai vu que un de mes fils s'intéressait au domaine, j'avais au fond presque pour dire qu'une envie que puisse lui aussi vivre cela que ce que j'avais vécu. Alors c'est bien joli de distribuer son patrimoine, mais après on vit de quoi? C'est une bonne question. Alors je vais te répondre par une parole de Jésus. Je la sais par cœur dans mon cœur, mais comme je veux la dire dans la traduction semeur, Jésus dit, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et il continue, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Alors, certainement, tu penses que c'est des belles paroles, mais je pense que cette parole, j'ai reçue déjà depuis longtemps, et c'est vraiment le fondement que j'ai pu au fond transmettre quelque chose, même de renoncer à une certaine autorité, ne serait-ce que financière, parce que je savais, et Jésus l'a dit, si je voulais que tout ce que Dieu m'a donné dans ma vie voulait porter des fruits, il faut que je me retire, il faut que je diminue pour que les autres puissent grandir. Autrement, il y a le conflit qui est générationnel, et ça, je voulais absolument éviter. Merci. Alors je me tourne vers Christophe. Quel regard portes-tu sur l'initiative de ton père? Bon, un regard très positif. C'est vrai, comme je l'ai dit dans le reportage, j'étais très content que ça puisse se faire de son vivant et qu'on reçoive ce cadeau. Un cadeau, ça ne se discute pas, ça se reçoit directement de mon père et que mes frères et sœurs, s'il y avait des questions, qu'ils puissent aller directement vers lui. Alors, dans votre cas, vous vivez les deux sur la même exploitation. Le propriétaire des lieux a changé. Comment s'est effectué le passage de témoin au niveau relationnel? Alors, je dirais pas facilement. Je crois j'aimerais le dire, la relation père-fils, elle reste. Papa reste toujours mon père, et va le rester jusqu'au bout. Et c'est vrai que la relation patron-employé a changé. Ce qu'il faut aussi dire, le lieu de travail est le lieu d'habitation. C'est la même chose dans notre cas, dans l'agriculture, et ça aussi, ça ne favorise pas les choses parce que tout se passe sur le même endroit. Mais je dirais que malgré tout, malgré ces difficultés, Dieu est fidèle. Puis on est là, les deux en face, on se parle, on habite les uns à côté des autres, et ça va. Armin? Oui, alors pour moi, c'est peut-être encore un peu plus positif que chez lui, parce que à un moment donné, j'avais une certaine crainte. Voyons mon fils, avec ma femme Sylvia, nous l'avons éduqué comme ça, qu'il prenne ses responsabilités. À un moment donné, j'avais une certaine crainte que, je ne veux pas dire qu'il m'envoyait loin, mais que notre présence n'était un handicap. Et j'ai beaucoup dû travailler à moi-même, et j'ai vu que ce n'était pas lui, parce que lui, c'était l'avenir, mais moi, je devais travailler. Et comme j'ai dit, je crois, dans le petit film, je suis un homme très communautaire. Moi, j'aimerais que tout se passe toujours tous ensemble. Et mon fils, alors lui, il est un peu autrement, heureusement aussi. Et j'ai dû vraiment apprendre. Je crois que je ne l'ai pas dit, c'est que quand il y a des visites, je n'ai pas tourné la tête pour regarder qui allait visiter la famille de Christophe. C'est des petits détails, mais c'est ces petits détails qui empoisonnent ou qui empêchent qu'il y ait une relation de confiance qui se construit.
Et gloire à Dieu, je le dis, aujourd'hui je peux dire que cette relation est là. Quand ces enfants viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu à l'école, c'est pour moi et surtout aussi pour ma femme, c'est vraiment le bonheur pour, comme on dit à la télé maintenant. Merci. Alors, pour revenir à la question de l'héritage, comment ça se serait passé si, justement, ton père n'avait pas réglé cette question de son vivant? Alors, je crois que pour moi, c'était important et c'est aussi un cadeau qu'il ait fait de son vivant, parce que dans le cadre d'une exploitation agricole, la définition de la valeur, c'est quelque chose de très subjectif. Les terrains ont une valeur, mais ils ont une valeur que si on travaille dessus. C'est pas comme si c'est de l'argent à partager entre quatre, parce qu'on est 4 frères et sœurs. Et ça, c'est une source de tension si on doit travailler avec des avocats, avec des notaires, sans la présence des parents parce qu'ils ne seraient plus là. Donc j'ai apprécié que ce soit fait du temps de son vivant. Je crois aussi pour moi, partager équitablement, ce n'est pas possible. Mais du fait que papa, notre père, nous donne à chacun une partie, ben c'est possible. Et quelle influence ça a eu sur les relations avec tes frères et sœurs? Positive parce que même s'il me taquine des fois sur le lieu d'habitation ou qu'on se taquine des fois, on a une bonne relation parce que c'est pas, comme j'ai dit avant, c'est pas un notaire qui a partagé, qui a réparti ses affaires, c'est mon père. Et puis, s'ils sont pas contents ou s'il y avait des griefs, ben, ils ont pu en parler avec mon père et régler ça. Moi, je ne suis pas intervenu là-dedans. J'ai reçu quelque chose au même titre qu'eux. Alors, fort de cette expérience, est-ce que tu as déjà pensé à ta propre succession? Oui, il faut quand même vous dire que mon aîné a 11 ans et que j'ai en tout cas encore 25 ans devant moi avant la retraite. Donc on peut relativiser un petit peu cette pensée. Mais oui, j'y pense. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'entrer dans le projet de Dieu pour ma famille. Et dès que possible, quand je verrai plus clair dans ce projet de Dieu pour ma famille, j'ai envie de le faire rapidement, de pouvoir partager les biens que j'aurai à ce moment-là. Merci beaucoup. L'héritage familial, d'un point de vue du patrimoine, c'est une chose, celui d'une entreprise familiale en est une autre. On sait que la transmission d'une entreprise de génération en génération n'est pas toujours facile. Et nous allons maintenant nous pencher sur le cas d'une entreprise un peu particulière, puisque c'est un industriel qui a connu le succès et qui, après coup, a lancé une entreprise familiale. Je vous propose d'abord un reportage. Au début de son mariage, Yves Enderly avait très vite annoncé la couleur à sa femme. Mon programme pour ces 10 prochaines années, c'est d'avoir 4 enfants, de devenir major à l'armée, directeur dans une grande entreprise et de gagner les championnats suisses de cyclisme. Des 4, seul le dernier objectif ne sera pas atteint puisqu'il n'a décroché que le bronze. Depuis tout petit, la vie d'Yves n'a été mesurée et dirigée qu'à l'aune de la performance. Sa femme et ses 4 enfants ont été très marqués par ce père autoritaire et très souvent absent. En 1987, son épouse Francisca découvre la foi chrétienne simultanément avec le fils aîné. Le père, qui dirigeait alors une multinationale de 4000 employés, n'y prête pas vraiment attention. Une grave crise de mariage contribue à détériorer encore plus les relations familiales. Mais 3 ans plus tard, il découvre à son tour la foi. Les difficultés de famille ne sont pas pour autant résolues. Un processus de transformation s'engage. En 1997, un changement de stratégie décidé par les actionnaires de son entreprise lui font perdre son emploi. Commence alors une importante remise en question. Au cours de ce processus, Yves Enderly reçoit la vision d'une entreprise familiale, plateforme pour vivre de nouvelles relations familiales aussi dans le domaine économique. Sceptiques, la femme et les enfants d'Yves se demandent ce qu'il faut penser de cette idée. Aujourd'hui pourtant, tous s'accordent à reconnaître que leur père a vécu une complète transformation. Mieux, ils ont créé X-Firco avec laquelle ils gèrent la vie professionnelle et le ministère de chacun. Transparence, redevabilité, coaching et transmission de savoir sont les maîtres mots de cette aventure intergénérationnelle. Alors, bienvenue à Yves Enderly, Roland et Olivier Enderly. Alors, ils nous viennent de Suisse allemande, donc si jamais vous entendez un petit accent, c'est pas grave. Alors Yves, l'entreprise familiale n'a pas vraiment la cote.
la collaboration intergénérationnelle est souvent mal vécue. Qu'est-ce qui différencie votre concept d'entreprise avec les entreprises familiales traditionnelles? Mon expérience est sûre comme actionnaire, comme directeur ou comme administrateur dans des entreprises familiales également, des PME, et je vois que ce soit des chrétiens ou non chrétiens, mais lorsqu'elles sont dans les mains de chrétiens ou de dirigeants chrétiens, je vois que dans la plupart des cas, nous avons les mêmes symptômes que le monde, ça veut dire un dualisme. Ici, les affaires, le comportement que requièrent les affaires de l'autre, la communauté, plus souvent le soir ou bien samedi après-midi, etc. Alors, ce concept est assez déplorable comme chrétien. Alors, nous avons, comme entreprise, nous avons le concept intégral de vie, intégral dès le début, et non pas dualiste. Alors, tout ce que nous avons, les dons, les biens, et tout ça, nous mettons à disposition notre temps, notre énergie, notre argent dans une façon intégrale. Alors nous avons, que ça soit rémunéré ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous avons investi tout ce que nous avions et nous prenons le temps maintenant selon les dons et le temps que nous avons à disposition, ce que Dieu nous donne. Alors Olivier, toi tu as entretenu une relation assez conflictuelle avec ton père durant ta jeunesse. Tu disais toi-même en préparant cette interview que tu avais une relation rebelle un petit peu. Finalement, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre cette entreprise familiale? J'ai travaillé dans une entreprise comme employé, normalement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de conflits par rapport, par exemple, de pouvoir être honnête dans son travail, de pouvoir investir ses dons que Dieu m'a donnés. J'ai vu que j'étais un peu... que j'ai pas eu la liberté de travailler comme Dieu m'avait appelé de travailler. Et c'est là où je me suis demandé si c'était une possibilité de travailler dans cette entreprise familiale comme plateforme pour moi de risquer quelque chose. Mais par rapport à la relation avec ton père, comment tu as vécu justement cette approche? C'était un processus ou c'est toujours un processus de se pardonner, de travailler sur les relations. Et c'est ce qui est toujours en train de développer. Oui. Alors, on a entendu dire que vous mettez en fait tout dans la même marmite, vos dons, vos finances et puis vos activités. Mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que Roland, tu veux nous dire quelques mots? Ouais, ce qui me concerne, par exemple, c'est que nous sommes engagés dans un projet d'importation et de distribution des produits textiles depuis l'Inde au profit des femmes vivant dans les slums de New Delhi. Et on peut leur donner un travail ainsi qu'un revenu. Et c'est Olivier et moi, en fait, qui dirige ce projet. Et notre père nous a confié la responsabilité de ce projet. Et il intervient simplement si on a besoin ou si on lui demande un conseil. Voilà. Alors j'ai appris que par moment, il y a des membres de la famille qui peuvent être... disons, libérés de leur, disons, d'une activité lucrative pour un ministère. Je crois que c'est ton cas, Olivier, tu peux nous dire quelques mots? Oui, moi je travaille pas mal, je passe pas mal de temps dans l'église où j'ai un boulot à faire. Et ça, c'était souvent un conflit avec mon travail comme employé, que j'ai vu mon chef là, il n'avait pas vraiment l'appréciation pour ce travail. Et moi, j'ai toujours dû défendre mon engagement à l'Église. Et maintenant, j'ai un chef qui est un peu plus qui comprend que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas seulement un hobby, mais qui est quelque chose qui est nécessaire, qui fait partie de ma vie et aussi de ma vie professionnelle. Yves, comment toi tu pourrais nous préciser encore un peu ce concept pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique d'entreprise? Donc notre moteur, ce n'est pas la finance, ce n'est pas de gagner le plus, c'est que tous les dons que Dieu a donnés
à nos enfants, à notre famille, de les mettre en valeur de façon que la société ait un témoignage précis et clair de ce qu'est un chrétien dans la diaconie ou dans le monde des affaires. Donc nous écoutons ce que Dieu nous dit, nous sélectionnons les engagements selon les dons de ce que Dieu nous dit, et puis ensuite nous engageons dans des entreprises ou dans des secteurs qui ne sont pas rémunérés, où on peut mettre en valeur nos dons et les dons que tous les membres de la famille ont reçus. Et on intervient comme ça concrètement dans l'entreprise, dans les entreprises où il y a dans la culture des entreprises, de façon que les valeurs chrétiennes soient vécues. Mais c'est surtout, ce n'est pas un motif financier. Et que ça soit bien dit, nous avons affaire à des grandes difficultés aussi au point de vue financier. Nous sommes dans les affaires et nous n'avons pas des millions de côté, nous avons tout et nous sommes sans filet. Voilà. Alors, en faisant un peu votre connaissance, j'ai vu que c'était vraiment très, très famille. Donc, on discute de tout. Vous avez des rendez-vous mensuels ou en tout cas réguliers où on met tout sur la table, on prie, on discute un peu de tout. Mais comment est-ce que finalement vivent cela les belles-sœurs et les beaux-frères? Pour eux, d'abord, c'était difficile de comprendre que le travail faisait tellement une partie importante de notre vie familiale. C'est par le travail qu'on communique, qu'on partage. Et pour eux, c'était peut-être difficile à voir cette côté-là, mais de notre côté, c'était un avantage pour savoir que ce n'est pas seulement par le travail qu'on puisse communiquer ensemble, qu'on puisse avancer comme famille. Et maintenant, eux, ils profitent. Mon épouse, par exemple, elle profite en forme que moi, je suis plus à l'aise avec mon travail parce que je peux faire quelque chose que je pense qui est sensible, qui a un but, et j'ai une qualité de vie qui est différente qu'avant. Ça, c'est une bonne implication. Oui. Super. Et puis, qu'est-ce que vous avez appris sur justement ce mode de fonctionnement du transfert générationnel que vous auriez envie de transmettre un jour à votre tour? Pour moi, personnellement, les valeurs chrétiennes sont vécues ensemble, en famille. Et ce n'est pas seulement une affaire d'écouter simplement, ou c'est plutôt surtout de vivre et de partager ensemble. Et j'ai aussi appris de comment pratiquer ces valeurs que je reçois de mes parents, mais aussi de mes deux frères et de ma sœur jumelle, que vous avez vu tout à l'heure sur la photo. Et ce qui est aussi très important pour moi, c'est que je puisse m'assurer auprès d'eux de savoir comment Dieu voit les choses et de vérifier et de guider mon comportement. Alors, est-ce que c'est une entreprise qui va se transmettre à la prochaine génération de la même façon? On ne sait pas encore. C'est toujours Je pense qu'on ne devrait pas construire quelque chose pour que ça dure jusqu'à l'éternité. Parce que c'est Dieu seul qui décide ce qu'il y a de valeur éternelle. Mais je vois quelques éléments que je voudrais bien transmettre, si c'est dans la vie professionnelle ou pas. Et puis alors Yves, qu'est-ce que tu as appris quel enseignement tu as retiré de cette expérience sur le rôle du père? Alors j'ai appris que le père, ce n'est pas un rôle, ça c'est pour le cinéma, mais c'est une fonction. Et c'est une responsabilité surtout que j'ai par rapport à Dieu et surtout par rapport à ma famille. J'ai appris aussi que je dois motiver, que je dois reconnaître, développer les dons de mes enfants et les mettre en valeur. Et de leur donner un faisceau de famille de telle façon qu'ils puissent s'exploiter et s'exprimer avec les dons qu'ils ont reçus. Et surtout, j'ai appris beaucoup de choses d'eux que je ne savais pas. Et c'est des jeunes qui me motivent aussi, qui me parlent dans ma vie, qui me corrigent et qui vivent avec moi mes peines, mes joies. Et c'est une plateforme que je ne connaissais pas et qui est vraiment formidable. Ouais. Merci beaucoup.
Nous avons beaucoup parlé de famille, mais vous l'avez sans doute compris, le transfert générationnel peut se vivre aussi en dehors de ce cadre. Exemple avec Alain Auderset, l'artiste que vous avez vu ce matin avec ses BD, qui, malgré le fait qu'il remplisse des cadres et des cases à longueur de journée, a besoin d'un cadre pour structurer sa vie et son activité. Reportage. Est-il encore nécessaire de présenter Alain Auderset, le dessinateur de bande dessinée de Saint-Imier qui a fait un carton avec idées reçues? Alain Auderset a découvert Dieu dans sa jeunesse à travers de vieux magazines tournesol trouvés dans la rue. Très vite, son rêve d'ado est de vivre de la BD, mais lorsqu'il se lance dans l'aventure, il se rend très vite compte que dans ce domaine, il n'est pas facile de nouer les deux bouts, surtout lorsqu'on n'a pas le sens des affaires. Je dessinais pour beaucoup de journaux, une vingtaine de journaux comme ça. Et d'une vingtaine de clients, on est passé à plus de 10 000 clients, etc. Donc du jour au lendemain, je peux que prier. Moi, c'est toujours ça. C'est toujours la seule force que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir Jésus à mes côtés, tu vois. Puis c'est pas ça fait bien de le dire, mais je me dis, mais Seigneur, quoi, qu'est-ce que je fais? Donc moi, j'ai demandé à Dieu, envoie-moi quelqu'un. Et puis ce qui s'est passé, c'est que Kurt est venu me voir. Il me dit, Jésus m'a dit que je dois venir travailler pour toi. J'ai vu qu'effectivement, il y avait besoin d'un accompagnement dans tout ce qui touche, je dirais, la gestion, l'administration. Alain est un homme très doué pour faire les dessins, des BD, mais par contre, comme nous tous, il a des qualités, il a aussi ses défauts. Moi, je ne sais pas dessiner, par contre, je suis en affaires, alors je lui ai offert de donner un coup de main dans cette équipe de conseil et aussi de prière. Ce qui est important pour moi, c'est que nous soyons une équipe qui peut prier ensemble pour inviter aussi le Saint-Esprit pour diriger les décisions importantes. Ouais, je ne sais pas où j'en serais sans eux, quoi. Ça serait... Je ne veux pas dire ce mot, quoi, mais ce serait vraiment boxant. Mais elle est où ce machin? Qu'est-ce qu'on a pu en faire? Il aurait plutôt tendance à se perdre et à avoir une certaine confusion de laquelle ressortent parfois de bonnes idées. Et puis c'est toujours la surprise qui permet aussi de surprendre le lecteur de ces bandes dessinées, je dirais, quoi. J'ai vraiment une chance inespérée parce que je profite de leurs années d'expérience, quoi. Puis tous ici amènent un aspect qui se complète parfaitement. Par rapport à ce que son père lui a transmis, qu'est-ce que ce comité apporte de complémentaire? Mon père a un commerce de boissons et il a lutté pour réussir et contre vent et marée. Et puis, vraiment, c'est le gars qui... Ça m'a impressionné, cette détermination, tout ça, j'ai beaucoup appris de lui de ça. Par contre, c'est clair que mon père n'est pas croyant, pas encore. J'essaye de voir dans la Bible comment Dieu fait, mais dans le concret, ça m'apporte beaucoup d'avoir des gens qui sont peut-être un peu comme dans son cas, entrepreneurs, et puis qui ont une vision de Dieu. Comment on fait? On demande à Dieu. Ouais, pas juste on essaie de se débattre, quoi. Et c'est un aspect que j'ai pas eu. Bon, bah on la passe, machin, on l'a paumé, c'est ça? Je pense. Alors bonjour Alain, par rapport à ce que tu cherchais, tu l'as retrouvé finalement? J'ai pas trop suivi, ça avait l'air drôle, mais... Voilà, tu dis dans le reportage que ton père était un honnête commerçant et qu'il t'a transmis cette valeur, mais qu'est-ce qu'il n'a pas pu te transmettre et que le coaching t'apporte aujourd'hui? Bon, il y a plein de trucs, quoi. J'ai dû répéter à la question, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Non. Donc, il me reste encore 50 secondes. Voyons. C'est déjà quoi la question? Donc la question, c'était qu'est-ce que ton père n'a pas pu te transmettre, que tu as reçu à travers le coaching
de tes amis, là, Kurt, Laurent, etc. Ouais, bon, nous, on vendait des bouteilles, quoi. Alors, c'est bien, tu sais un peu le portugais, un peu l'italien, tu vas dans une baraque, tu vends tes bouteilles, c'est bon, quoi. Mais là, tout à coup, tu as en face de toi un gars qui a un accent bizarre, et puis qui te dit, « Oh, moi, je veux vendre vos BD. Et puis, en fait, on va faire un supermarché pour vous. Chaque fois que vous en vendrez, vous devrez nous payer 1 franc. » Puis je me suis dit, « Mais c'est normal, ça ?» C'est un autre monde, quoi. Alors j'ai vraiment de la chance d'avoir des gens qui connaissent, parce que c'est vraiment un monde beaucoup plus méchant que chez les Portugais, quoi. Mais finalement, tu dis que tu as la foi. Est-ce que la foi, elle ne suffit pas pour réussir? Juste croire en Dieu puis que ça marche, quoi. Ben moi, je crois qu'on est un corps, quoi. On est chacun une partie. Moi, je suis peut-être une main. Bon, j'espère pas que je suis un trou quelque part, mais disons une main. Et puis il faut un bras qui relie au reste. Puis pendant 7 ans, j'étais juste une main. C'est-à-dire que je dessinais dans mon coin, et puis mes dessins ne profitaient pas à tellement de gens. Et puis encore aujourd'hui, je crois qu'il manque encore quelques nerfs, quoi, notamment vers le cerveau. Mais je dis, mais il y a besoin. Ouais, les gens s'imaginent que je fais des dessins toute la journée, mais en fait, je passe beaucoup de temps à régler des histoires, de chercher cette feuille-là, puis tout ça. Mais j'ai la chance d'avoir le coaching. D'ailleurs, j'ai oublié la question du départ. J'ai la chance d'avoir du coaching parce que il m'aide un peu, quoi. Mais concrètement, beaucoup même. Concrètement, qu'est-ce qu'ils t'ont appris que maintenant tu vas pouvoir faire de toi-même, ou que qui t'ont transmis, que tu pourras appliquer toi-même? Alors, concrètement, une fois on s'est retrouvés, et puis c'était la fin de l'année, je crois, puis ils m'ont dit, ouais, il manque 400 BD, elles sont où? Bon, j'ai un peu cherché, puis finalement j'en ai trouvé là, puis il y avait un gars qu'on avait pris, qui avait oublié de payer. Enfin bref, des tas de trucs comme ça, ils m'ont appris, j'aimerais dire qu'ils m'ont appris à m'organiser, mais c'est encore pas fini. C'est-à-dire qu'ils t'ont pas assez bien appris, ou c'est toi qui... Allez, on va dire que c'est moi, parce que je vais les garder. Non, mais j'apprends énormément aussi. Par exemple, quand on fait une décision, on prie tous ensemble, quoi. Et puis, il faut qu'on soit tous d'accord. Si on n'est pas tous d'accord, on ne le fait pas. Et puis ça, je trouve c'est excellent. Je trouve c'est super, parce que c'est sur Dieu, tu vois, c'est pas sur le plus fort qui gagne. Et puis, il y a... Ouais, c'est une autre dimension aussi d'être soumis. Moi, je trouve ça, j'allais dire, on pourrait croire qu'on perd une liberté, mais en fait, on en gagne, parce que c'est comme des parents, un peu. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience de coaching t'a appris? Je crois que tu as des enfants, et que tu as envie d'appliquer, ou que tu appliques déjà avec eux dans ta relation. Bon, déjà, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils suivent Dieu. Pour moi, c'est plus important que juste qu'ils fassent des affaires et puis je ne sais rien, quoi. Mais aussi, j'aimerais aussi qu'ils apprennent à écouter les conseils. Je leur explique que c'est important, que pas toujours faire « Ouais, non, moi j'ai cette idée, et puis je suis jeune, et puis je vais faire ça », mais on a beaucoup plus de force en écoutant les plus vieux. Et puis... aussi, moi par exemple, il voulait une PlayStation. Je lui ai dit, paye-moi une PlayStation. Je lui ai dit, attends, il faut que tu gagnes ton argent. Alors, et puis il m'a dit, comment? Alors j'ai dit, mais tu fais des BD, quoi. Et puis, non, mais tu fais en cadre, et puis après, tu fais une photocopie, puis il faut que ça soit bien, il faut que les gens aient envie d'acheter. Et puis, c'est-à-dire, moi, je veux bien te prêter l'argent pour le cadre, mais après, tu me le rends. Mais c'est pas que je suis rap, hein, c'est pour qu'il apprenne. Puis je sais pas, il voit la réalité, il voit pas juste, voilà, ça lui tombe du ciel. Ouais, c'est pas juste, on dessine, puis pouf, voilà, c'est dans les journaux, c'est partout. Enfin, je sais pas si j'ai répondu, mais... Voilà, je remercie Alain.